Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis Francky Blandeau, je viens de l'Institut français à Paris. L'Institut français, c'est l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. C'est l'agence publique qui est chargée des relations avec le réseau diplomatique français à l'étranger, avec les instituts français, les alliances françaises. L'Institut français a entrepris il y a un an de lancer un nouveau cycle qui s'appelle Face à la guerre, dialogues européens. Alors voilà, c'était affiché sur les écrans. On a lancé ça à Prague, puis des étapes se sont tenues dans différentes villes européennes, Vilnius, Varsovie, Amsterdam, Sofia et Plovdiv en Bulgarie, très récemment Helsinki. Nous sommes à Rennes aujourd'hui pour une grosse édition, enfin aujourd'hui et depuis quelques temps, quelques semaines déjà, pour une grosse édition, puisque Face à la guerre, dialogue européen, à la faveur de l'engagement, de l'investissement, de l'implication d'un certain nombre d'acteurs rennais, dont le Théâtre national de Bretagne et dont les Chants libres, voilà, à la faveur de cet engagement, nous avons pu mettre en place une série de rencontres, de manifestations. C'est le cas aujourd'hui avec Rencontrer l'Histoire et Patrick Boucheron, que je remercie chaleureusement de nous accepter, de nous intégrer dans ce cycle auquel je crois vous êtes familier, dont vous êtes familier, auquel vous êtes habitué depuis un certain nombre d'années. Ces dialogues européens qui ont lieu donc dans différentes villes et qui vont se poursuivre en 2025 dans d'autres villes européennes visent une chose, c'est nous aider à penser en européen, en accueillant des voix européennes de toute cette grande géographie européenne, de penser le moment dans lequel nous sommes, en particulier depuis bientôt 3 ans, depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Des bouleversements majeurs sont en cours, l'actualité voilà, nous percute quasiment au quotidien. Et voilà, nous sommes dit depuis l'Institut français que ce moment-là, qui est probablement majeur dans nos vies, nécessitait que nous soyons très actifs pour créer des cadres de discussion en Europe permettant d'avoir différentes voix du continent européen, de leur donner des cadres de discussion et de favoriser le dialogue entre Européens. C'est ce qu'incarne aujourd'hui ce plateau. Et je laisse la parole maintenant à Monsieur Boucheron. Merci Francky, merci à toutes et à tous, bonjour, et c'est très émouvant de vous voir ici si nombreux. Donc je m'appelle Patrick Boucheron, je suis professeur au Collège de France et ici à Rennes, je suis chercheur associé au Théâtre national de Bretagne où j'anime depuis 7 ans, je crois, même peut-être un peu davantage, un cycle de rencontres et de performances théâtrales qui s'appelle Rencontrer l'Histoire. Et rencontrer l'histoire, c'est essayer de comprendre ce que tu as appelé, Francky, ce moment-là, voir ce que ça nous fait intellectuellement, ce que ça nous fait du point de vue existentiel et comment trouver les voies d'accès à l'intelligibilité et à la compréhension. J'ajouterais aussi à la sensibilité. Tant au fond, aujourd'hui, face à la méchanceté des temps, dirait Machiavel, disons surtout dureté du monde, eh bien, la question de la lutte personnelle, intime contre l'insensibilité est une question qui, à mon avis, est très politique. Voilà. Pourquoi ? Parce que, si je peux reprendre le titre d'un autre cycle de rencontres que je fais à Paris au Théâtre de la Concorde, dont je m'occupe, qui est un nouveau lieu pour penser la démocratie. Ce cycle s'appelle « Revoir la guerre ». Nous sommes ce moment-là dont tu parles, que nous vivons, que nous devons éprouver sensiblement et intellectuellement. C'est le moment où on comprend enfin qu'il n'était pas écrit quelque part dans le ciel que jamais plus on ne reverrait la guerre. C'était d'une certaine manière une croyance ou une illusion européenne, mais quelle Europe ? Et si justement, c'est ça l'enjeu de ces dialogues européens, si on tentait aujourd'hui de revoir l'histoire de nos guerres, dans l'espoir que la regarder en face pourra peut-être en prévenir le cours, et que nous ne la reverrons pas, mais en sommes-nous sûrs maintenant, sur notre sol, pour revoir l'histoire de nos guerres, tenter ensemble, en dialogue,
non pas une histoire de l'Europe centrale, mais une histoire centrale de l'Europe. C'est-à-dire se décentrer un peu et aller effectivement en Ukraine, en Pologne, en Hongrie, depuis ce Mittel Europa qui, on va le voir, est bouillonnant d'autres modèles de souveraineté, bouillonnement dangereux, mais depuis lequel effectivement on doit reconsidérer toute notre histoire, parce que c'est toute notre histoire. Et donc, pour en parler, Anna Colin-Lebedev, je suis très heureux de la retrouver. Elle est maîtresse de conférences à l'université Paris-Ouest Nanterre, politiste, sociologue, historienne, spécialiste des sociétés russes et ukrainiennes, aguerrie depuis, on en avait parlé ensemble dans un dialogue sur la revue Entre-temps, où elle nous avait expliqué combien justement cette guerre et la nécessité d'en parler et d'en parler calmement avait changé sa vie. C'était d'ailleurs dans l'effet de souffle de cet engagement, qui était un engagement indissociablement citoyen et savant, qu'elle a écrit ce très beau livre en 2022 qui s'appelle Plus jamais frère, sur justement la guerre, ce que la guerre a fait et si vite aux sociétés ukrainiennes et russes. Et vous, Jaroslav Kuis, vous êtes rédacteur en chef d'une revue importante, Cultura Liberalna, et puis chercheur associés en Europe, notamment on a l'Institut d'histoire du temps présent, habitué aussi de nos débats, notamment via le grand continent, qui est effectivement une... voilà, je conseille aux jeunes de regarder le grand continent, qui est aujourd'hui une plateforme importante pour comprendre le monde. Vos deux derniers livres sont parus en 2023, l'un en allemand, avec Carolina Vigura, Post-traumatische Souveränität, et l'autre en anglais à Manchester University Press, The Politics of New Poland. Mais je vais commencer par vous parce que ce qu'il y a de commun entre ces deux livres, c'est, et ça nous engage effectivement au cœur de cette histoire de l'Europe centrale ou de cette histoire centrale de l'Europe, ce concept de souveraineté post-traumatique. Quand nous disons en Europe occidentale, quand nous redisons après Paul Valéry, nous savons que toutes les civilisations sont mortelles, oui, on le sait, mais en fait, on n'y croit pas. On ne pense pas sérieusement qu'un jour, des États-nations comme la France pourraient s'effondrer, enfin, en tout cas, du point de vue de la souveraineté. Vu de l'Europe centrale et orientale, c'est très différent et ça constitue effectivement ce modèle que vous avez conceptualisé, le modèle de la souveraineté post-traumatique. Vous pouvez peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité ici. C'est vraiment une chose extraordinaire pour moi. Effectivement, il y a. Moi, je pense que chaque nation a un moment qui brise son récit national. En France, évidemment, c'est le moment de la grande révolution française. Et paradoxalement, c'est très intéressant que c'est quasiment le même moment pour les Polonais, les Lituaniens, l'Europe de l'Est. Parce que si on parle des événements qui sont vraiment marquants, la révolution pour les Français, c'est une chose quasiment banale, même trop. Mais pour l'Europe de l'Est, c'est le moment où on découvre que l'État, après 800 ans, pourrait être rayé de la carte de l'Europe. C'est l'État polono-lituanien qui était énorme, c'était plus grand que la France et l'Angleterre à l'époque, a été rayé de la carte en 1795. Donc c'est justement le moment de la grande révolution française. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, il s'agit d'un événement qui a été cyclique, qui est devenu récurrent. C'est un moment comme on
parle parfois de la Révolution française, où elle est, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle a changé sa nature. C'est quasiment la même chose pour la disparition d'un pays, de l'État, mais en vrai. Parce que théoriquement, on parle que l'État pourrait disparaître selon les théories philosophiques. C'était possible selon les théories du contrat social, que ça peut disparaître si on va résoudre les contrats. Ensuite, il y a les théories marxistes avec l'État qui pourrait disparaître au fur et à mesure grâce au processus historique. Mais finalement, on parle ici d'une chose tout à fait réelle. C'est-à-dire que l'État, avec les institutions, avec son roi à l'époque, pourrait être rayé de la carte. Et ensuite, c'était la question, c'est la question qui résonne dans notre hymne national d'ailleurs, dans la première phrase, est-ce qu'il y a continuation et de qui? Et finalement, c'est la question, est-ce que la nation vit encore? C'est le début de notre hymne national, d'ailleurs répété dans l'hymne ukrainien. On va peut-être revenir sur ça. Donc, c'est la question fondamentale, parce que la réponse, oui, autant que nous sommes vivants. Ensuite, bien sûr, il y a des définitions et des doutes, mais pourquoi on revient à tout ça au XXIe siècle? Parce que la disparition d'État s'est répétée à plusieurs reprises et pour les régions entières, peut-être le moment le plus important, c'était 1939. Le pacte Hitler-Stalin pacte, le pacte Ribbentrop-Molotov, c'est un moment très très important parce que il s'agit d'un pacte qui était fait diplomatiquement en cachette, qui était fait par des empires qui ils ont divisé les petits, les pays petits et de taille moyenne, de la Finlande jusqu'à la Roumanie. Et c'était très intéressant de voir en 2022, au moment de l'invasion russe, que l'alliance des pays traumatisés par les événements de 1939 a été révélée. Après 50 ans, il s'est révélé que les pays comprennent très bien qu'ils ont envie d'agir tous diplomatiquement et qu'ils font cette alliance depuis. En effet, c'est toujours vivant, c'est toujours en force. Donc, c'est très intéressant de voir comment on regarde, et c'est juste un commencement, parce que c'est un traumatisme qui nous révèle des doutes en ce qui concerne le comportement des pays de l'Europe de l'Ouest. Il y a une méfiance vis-à-vis, on peut parler de ça après, si on veut, mais il y a surtout la peur féroce de l'Est qui est présent, qui s'impose à la politique jusqu'au point que finalement, je crois que c'est aussi une chose, la possibilité de disparaître de la carte de l'Europe, c'est la plus important, c'est le fondement de notre solidarité dans les régions et aussi de notre présence dans l'Union européenne. Oui, et d'ailleurs, cette question du risque existentiel, ce n'est pas qu'en Europe qu'elle se pose, on l'entend aussi évidemment depuis le 7 octobre au Proche-Orient, le risque existentiel, le fait que, voilà, aujourd'hui, au moment où on se parle, la question des missiles russes n'a pas du tout le même sens en Lituanie, en Slovénie et en France. Oui, vous l'avez entendu, Anna Colin-Lebedev, d'une certaine manière, en Ukraine, c'est de cela qu'il s'agit également. Et vous l'avez d'une certaine manière tout de suite ressenti, bien avant d'ailleurs l'agression d'il y a 1000 jours et 1002 jours, au fond depuis au moins 2014. Effectivement, et je pense qu'on a,
on a ressenti en amont de l'agression de février 2022, mais peu de temps avant, à quel point en fait l'agression de la Russie contre l'Ukraine se faisait non seulement au moyen de chars, de missiles, de soldats, mais également au moyen de l'histoire, qui était véritablement utilisée comme une arme, précisément dans ce discours existentiel, dans ce discours qui affirmait l'inexistence et la disparition, et donc la possible disparition, puisque ça n'existe pas, de l'État ukrainien, et l'objectif de disparition de l'État ukrainien. On a effectivement, je dirais, le moment frappant où on a senti cet usage de l'histoire comme arme a été en juillet 2021, 6 mois avant l'agression armée à grande échelle, au moment où Vladimir Poutine a fait publier un article qui s'appelait « Sur l'unité du peuple russe et ukrainien ». Vous voyez, déjà, je dirais, ce n'est pas souvent que Vladimir Poutine publie des articles sur le site du Kremlin. C'était un format un petit peu inattendu, mais c'était un format à proprement parler offensif. C'était véritablement une arme de guerre. Dans cet article, il disait en substance aux Ukrainiens « Vous n'existez pas ». Vous n'existez pas, vous n'êtes qu'une... tout ce qui fait votre identité est en fait une construction artificielle qui a été faite par nos ennemis pour nous attaquer. Vous n'êtes qu'un outil à leur service, mais en réalité, vous êtes nous. Vous êtes notre bras, vous êtes notre jambe. On fait partie de la même histoire depuis des siècles, des siècles et des siècles. Donc c'est un long article historique extrêmement ennuyeux, mais qui détaille en fait à chaque étape de l'histoire à quel point en fait l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Et donc c'est vrai que les Ukrainiens, lorsqu'ils font face à cela, d'abord cette déclaration, et qui est ensuite suivie des chars, des missiles et des troupes armées, eh bien ça les amène bien évidemment, je dirais immédiatement dans le cours de la guerre, à plonger aussi dans l'histoire. Puisque l'histoire est une arme, eh ben, il faut la désamorcer, il faut la désarmer, mais il faut aussi chercher à faire comprendre à eux-mêmes, d'abord en tant que communauté nationale, mais aussi au reste du monde, que voilà, la nature réelle de cette affirmation historique faite par l'État russe. Et je dirais que nous avons mis un certain temps, en réalité, à entendre la voix de l'Ukraine sur cette histoire. Et il a fallu plusieurs mois, même après en fait, l'agression armée, pour qu'on réalise que ce présupposé d'identité russo-ukrainienne, cette idée que l'Ukraine faisait indissociablement partie non seulement de l'histoire de la Russie, parce que ça, après tout, pourquoi pas, mais du présent de la Russie et de l'avenir de la Russie, que ça ne correspondait pas à une réalité objective ni à des travaux historiques, mais véritablement à un discours politique et à un discours de guerre. Alors c'est vrai que l'Ukraine, comme voilà, d'autres pays, par exemple de l'Union soviétique, mais aussi d'autres pays de l'Europe centrale et orientale qui ont une souveraineté qui a quelques décennies, une souveraineté récente qui a quelques décennies, a bien évidemment la construction du récit national et la construction du discours sur soi, sur ce que nous sommes, sur pourquoi nous sommes ensemble, sur ce qui nous réunit, sur quel est notre passé, a été douloureuse pendant ces 30 dernières années. Et c'est tout à fait logique. Il y a toujours des points douloureux sur lesquels, auxquels on achoppe. Aujourd'hui en Ukraine, je constate à la fois, je dirais, un attachement très fort à cette souveraineté qui précisément est remise en question par chacune par chaque jour, par chaque attaque de l'État russe. Et je pense qu'on en reparlera. L'une des caractéristiques de cette guerre, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une guerre pour une conquête de territoire. Il s'agit d'une guerre où l'Ukraine cherche à défendre sa souveraineté et son existence en tant que peuple, en tant qu'État et en tant que nation, qui est remise en question à chaque fois par la Russie. Et dans chacun des territoires occupés, en fait, la première chose que fait l'État russe, après l'installation du contrôle militaire, c'est la russification. C'est la russification et l'intégration dans l'État pour effacer en fait ce qu'il peut y avoir d'ukrainien. Donc l'histoire devient
devient absolument centrale. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est pour ça qu'on parlait que Poutine, historien en chef, voilà. Pour reprendre le titre du court texte de Nicolas Werth, a parlé de dénazification. Et d'une certaine manière, nous, en Occident, on n'a pas tout de suite compris ce que ça voulait dire, dénazification. Alors, on n'a pas tout de suite compris, ou surtout, ça fait partie des mots qui allument chez nous un voyant rouge, immédiatement. Dès qu'il y a nazi, voilà, néo-nazi, dénazification, je dirais, ça nous renvoie immédiatement à nos propres imaginaires de la Seconde Guerre mondiale. Ça avait très bien marché. Poutine avait déjà tenu un discours sur l'Ukraine nazie depuis 2014. Et entre 2014 et 2022, eh ben, ça a très très bien marché auprès du public occidental. Et à chaque fois en fait, que l'on était dans un débat, on nous renvoyait le « oui, mais les nazis en Ukraine ». Preuve à quel point, en fait, preuve de notre sensibilité à cette histoire, je pense. Et le pouvoir russe, dans son discours, joue énormément sur nos propres sensibilités. Alors, de manière étonnante, quand je discute aujourd'hui avec des Russes restés en Russie, mais qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'opposer à la guerre, il y a des lectures qui sont devenues plus populaires. Il y a des best-sellers dans les librairies. Certains sont assez attendus et d'autres assez inattendus. 1984 de George Orwell a été le premier best-seller en fait, à grimper dans les ventes à partir de février 2022. Mais ensuite, ce qui s'est beaucoup vendu, c'est les livres sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur la résistance et la survie de civils sous le nazisme. Et la manière dont les civils, notamment les Allemands ordinaires, tout ce qui a pu être traduit en russe, tout n'a pas été traduit de ces travaux sur l'ordinaire de la guerre. Mais les Russes ont, je dirais, immédiatement et de manière assez spontanée, fait le parallèle et se sont identifiés à ces Allemands à la fois qui ont collaboré et à ces Allemands aussi qui ont cherché à vivre autrement. C'est donc qu'on ne manipule pas innocemment cette matière inflammable qu'est l'histoire et qu'il y a des métaphores, Jaroslav Kuis, potentiellement meurtrière, que le recours au souvenir de la Seconde Guerre mondiale, vous avez commencé à en parler avec cette souveraineté post-traumatique, il est évidemment utilisé par les différents régimes, mais il informe aussi le rapport que nous avons dans l'Europe occidentale avec cette histoire. Par exemple, dans une tribune que vous avez publiée en français dans le journal Le Monde en juin, je crois, 2024, vous posiez une question, et je voudrais vous la reposer à nouveau. Sommes-nous à Munich ou à Sarajevo? Sommes-nous en 1938 ou en 1914? 1938, vous l'avez dit, c'est le moment où les accords de Munich, donc les puissances, et en particulier la France et l'Angleterre, croient pouvoir se sauver en abandonnant là justement déjà l'Europe centrale et orientale aux appétits d'Hitler. Et donc on dira, ben voilà, à force de ne rien faire, on aura quand même la guerre. Ou alors en 1914, sommes-nous à Sarajevo et sommes-nous comme ces somnambules décrits par Christopher Clark, d'autres le disent en Europe aussi, armant l'Ukraine en train de construire les conditions d'une troisième guerre mondiale que personne ne veut, mais personne n'a jamais voulu les guerres mondiales, au fond. Enfin, en tout cas, en 1914, c'est évident. Oui, merci beaucoup. Vraiment, il s'agit de l'histoire qui structure notre manière de penser et surtout la manière de penser de nos politiciens. C'est très important, très important. Au début de la guerre, nous avons en 2022, nous avons vu une différence énorme des interprétations. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que bon, la guerre, oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était très très intéressant de voir que pour les pays traumatisés par la Russie dans le passé, il s'agissait d'une lecture tout à fait différente qu'à Paris, Washington, etc. Tout à fait différent. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la guerre était vue, par exemple, au début par Joe Biden et son administration, comme un événement séparé.
comme un événement séparé, c'est-à-dire que c'est un événement qui surgit et qu'on peut arrêter par la paix. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On propose à Volodymyr Zelensky de partir de Kiev, s'enfuir parce que ça n'a pas de sens, etc. Et on s'arrête les événements. Et pourtant, dans les pays traumatisés par la Russie, la lecture était tout à fait différente. C'était un maillot de la chaîne des événements historiques. Et ici, c'est très intéressant parce qu'avec cette chaîne, si on peut dire comme ça, on peut aller dans l'histoire jusqu'à, disons, la 12e guerre de Tchétchénie, par exemple. Parce que c'était la Géorgie, la Tchétchénie, donc c'est la chaîne des événements. Ça se commence pas en 2022 pour les Ukrainiens, c'est tout à fait évident, c'est 2014. Donc, mais pour les Polonais, pour les Lituaniens, mais pour les Ukrainiens aussi, ça nous prend encore plus dans l'histoire. Même au XVIIIe siècle, je me souviens très bien que quand il y avait un moment où les fonctionnaires ukrainiens ont été enlevés. C'était février, mars 2022, c'était surprenant. Pourquoi faire? Et en Pologne, c'était un des premiers souvenirs du XVIIIe siècle. Que ça se passe comme ça, exactement. On enlève des fonctionnaires pour les envoyer. Donc, il s'agit aussi d'un défi. Comment c'est communiqué en Europe déjà? Je ne parle pas du monde entier, en Europe. C'est un défi très très intéressant. Et par exemple, la première ministre d'Estonie, Kaja Kallas, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est très active, elle est même superbe au niveau de la communication. Elle raconte, elle ne va pas parler de la souveraineté post-traumatique, c'est trop abstrait, je suppose. Elle ne va pas parler de l'effondrement de l'État parce que c'est encore trop abstrait. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous raconte l'histoire de sa famille. Donc, l'histoire de sa famille, écoutez, ma famille, c'est une famille très politique. Donc, quand l'État s'effondre, ma famille a été enlevée en Sibérie. Elle commence à raconter qu'est-ce que ça veut dire dans son histoire personnelle, etc. Et comme ça, il y a un pont qui est construit, au moins on l'espère bien, parce que comme ça on cherche de la langue. Et aussi la langue de traumatisme se révèle comme la langue plus universelle peut-être, parce que c'est la langue qu'on comprend bien maintenant. En Europe sûrement. C'est le langage qui nous permet de se communiquer dans la manière nouvelle par rapport, par exemple, au langage nationaliste qui nous bloque, qui nous enferme. Mais si on parle de traumatisme, que par exemple mon grand-père a été enlevé et amené en Sibérie, etc., ça nous aide à se communiquer quand même dans la manière peut-être plus effective, mais au moins on espère. Oui, vous le savez bien, ça, Anna Colin-Lebedev, évidemment, puisque sociologue, vous me confiez tout à l'heure que, d'une certaine manière, pour vous désangoisser, ou en tout cas pour trouver un sens à ce que nous vivons par l'engagement, qui est l'engagement dans le savoir, vous êtes retourné sur le terrain, votre terrain en Ukraine, et vous avez vu tout ça. C'est-à-dire, c'est pas des mots, en fait, c'est pas des concepts, c'est des histoires de famille, c'est des histoires, oui, de traumatisme ressenti. C'est des histoires personnelles, et effectivement, il y a une des choses qui me surprend précisément quand je reviens d'Ukraine et que je confronte en fait mes observations aux commentaires des uns et des autres, c'est comment le fait de faire la guerre est devenu une réalité quotidienne pour les Ukrainiens, qu'ils soient civils ou militaires aujourd'hui. Et je suis confrontée en fait à une difficulté, à une très grande difficulté, à parler à nous qui vivons dans un temps de paix,
qui n'avons pas connu de guerre depuis des générations. Pour la jeune génération qui est assise dans cette salle, la Seconde Guerre mondiale, c'est même pas les grands-parents, c'est les arrière-grands-parents. C'est des gens qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser et embrasser et entendre en personne. Comment est-ce qu'en fait la réalité de ce qui se passe, de ce qui vous advient en guerre, quand vous êtes un citoyen d'un pays en guerre, a une grande difficulté à passer, à être compris et à être entendu. L'un des blocages, c'est un attachement qu'on partage avec les Ukrainiens, qui est l'attachement à la paix. Hein ? Je pense que notre attachement à la paix, oui, qui est tout aussi présent dans l'éducation, par exemple, des enfants dans les pays d'Europe centrale et orientale et en Ukraine, qu'il est présent aujourd'hui, qui fait partie des espèces de normes fondamentales, eh bien, ne nous permet pas de répondre à la question « Que fait-on quand on est attaché à la paix et quand on est dans une situation où on ne peut faire autrement que de combattre ?» Qu'on ne peut faire autrement que de combattre et donc d'être amené à faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant, de prendre des armes pour tuer potentiellement d'autres hommes. Comment est-ce qu'on envisage ça? Et je pense que nous, on a un blocage là-dessus, mais nous ne sommes pas, c'est pas nouveau. C'est vrai que je lisais, par exemple, récemment le livre de Stéphane Audouin-Rousseau, Combattre, qui raconte en fait la manière dont les historiens et les chercheurs qui ont été combattants lors de la Première Guerre mondiale ont été dans l'impossibilité, dans tous leurs travaux, de faire sens de cette expérience de combat personnelle. Hein, et d'en parler, que le vide en fait est totalement flagrant en fait dans leurs travaux sur ce qu'est leur expérience personnelle de la guerre. Je pense que nous en sommes encore là. Nous sommes encore dans l'impossibilité de penser la guerre autrement que uniquement par une condamnation. Voyez, parce que ce que l'on voit en Ukraine, c'est que et ça fait partie des choses que j'ai observées, que des citoyens ordinaires, par exemple, se disent, non seulement s'engagent dans les forces armées, mais se disent: nous vivons en guerre aujourd'hui, nous serons peut-être dans la situation où nous devrons vivre en guerre pendant des décennies et des décennies à venir. Tout le monde sera peut-être amené à combattre et ça vous réoriente en fait toute votre vie. Hein. Oui, et ça justement, si je peux me permettre encore une question, parce que vous êtes une historienne de l'expérience combattante aussi, vous l'avez été pour la société russe, la manière dont elle s'est aguerrie, ce qu'on ne comprend pas non plus en Europe occidentale. On se dit, s'il y a beaucoup de morts, ils vont s'attendrir. Non, non, au contraire, ils s'aguerrissent. Et ça explique aussi notre amnésie, puisque tout de même étonnant d'avoir pu entendre à partir de février 2022 dans les commentaires que c'était la première fois que la guerre reprenait pied sur le continent européen, alors qu'on fêtait à ce moment-là les 30 ans du siège de Sarajevo. Mais justement, les guerres de l'ex-Yougoslavie étaient aussi des guerres routinières où on a pu s'installer, une société a pu s'installer dans la guerre et où, si étonnant que ça puisse sembler, c'était des guerres de position, de sniper, où les mecs pouvaient rentrer chez eux, manger en famille et retourner à 14h30. Bon. Là, si on a eu ce sentiment en fait cauchemardesque de revivre la guerre telle que l'Europe l'avait connue, nos arrière-grands-parents, c'est parce qu'elles avaient des formes, avec les tanks, avec l'artillerie, etc., qui de fait change un peu tout, non, dans l'expérience de la guerre, le front aujourd'hui russe en Ukraine. Alors si l'on prend la société russe, déjà je prends beaucoup de pincettes parce qu'en réalité la Russie est un terrain où il est aujourd'hui quasiment impossible de faire des enquêtes. Quelques collègues y arrivent, mais c'est très très compliqué. Hein. Et donc on part à la distance, et quand on part à la distance, on a de très grandes chances de se tromper. Mais il y a deux choses qui dans cette histoire à la fois me surprennent et me paraissent extrêmement importantes pour comprendre ce qui se passe. Les deux sont liés. La première, c'est la très grande mise à distance par la société russe de cette guerre. Pour les Ukrainiens, la guerre est là tous les jours. La guerre est là physiquement en permanence. Et vous avez vu encore il y a quelques jours, une attaque massive sur l'ensemble du territoire ukrainien fait qu'elle est là. Hein. On ne peut pas être dans le déni de la guerre. Les Russes sont dans un déni de la guerre permanent entretenu par le pouvoir en place. Les combattants sont sur le front, mais l'expérience combattante n'arrive absolument pas à percer et arriver jusqu'à la société.
Hein, ce récit de ce que c'est que de se retrouver en tant que civil, parce qu'une fois de plus, l'armée russe aujourd'hui, tout comme l'armée ukrainienne aujourd'hui, est composée pour une grande partie de civils d'hier, de civils qui n'ont jamais tenu d'armes entre leurs mains et qui les prennent pour la première fois. Mais cette expérience et cette horreur, je pense aussi, dont on a des petits aperçus sur le front, eh bien, elle est totalement bloquée par le pouvoir, par les médias et par le refus de l'État russe aussi de démobiliser des combattants. Ceux qui sont sur le front, ils restent jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à leur mort. Et donc, en fait, voilà, ils n'ont pas la possibilité de transmettre cela. Donc ça, c'est une première... Voilà, pour moi, c'est extrêmement frappant de voir à quel point la société russe fait des efforts. Les Russes sont dans un effort quotidien, permanent, pour mettre à distance cette guerre qui est insupportable. Et en réalité, en repensant à l'histoire des guerres que la Russie a conduites, parce que pour le coup, à la différence de l'Ukraine, la Russie a conduit plusieurs guerres depuis la fin de l'Union soviétique, et la guerre en Tchétchénie n'en est qu'une. En fait, j'ai aussi réalisé à quel point ce déni s'appliquait également aux autres guerres conduites par la Russie, et notamment les 2 guerres en Tchétchénie, mais aussi l'intervention en Géorgie. J'ai réalisé récemment, et vous voyez, on réalise à titre personnel, il y a des espèces de petits chocs personnels, que la guerre en Tchétchénie, dont j'avais étudié les combattants, je travaillais sur les soldats russes en fait dans la guerre en Tchétchénie, et moi-même, tout comme en fait les personnes que j'ai interrogées, il y avait un point aveugle, une chose dont on ne parlait pas, c'est ce que les soldats russes avaient fait sur le terrain aux civils tchétchènes. C'est-à-dire qu'on arrivait très bien à parler des soldats russes victimes de l'État russe qui les envoyait au combat, on arrivait très bien à parler de guerre injuste, mais il y avait un blackout total de la société pour remettre en question, pour revenir, pour faire dire à ces soldats qu'est-ce qui vous est arrivé sur place en fait. Et tout ce qui perçait était extrêmement dérangeant. Et je pense qu'aujourd'hui, la Russie est exactement sur les mêmes rails. Sur les mêmes rails, on ne posera jamais la question aux combattants jamais. La Russie n'est pas en état de poser la question à elle-même et à ses propres combattants, mais qu'est-ce qu'on les a envoyés faire sur le terrain? Yaroslav, vu de Pologne. Juste pour ajouter, parce que moi j'ai été 2 fois en Ukraine dernièrement, et on a une coopération scientifique, mais aussi, si j'ose dire, morale, parce que les collègues, nos collègues sont reconnaissants qu'on vienne là-bas pour partager avec eux leur expérience. Donc, par exemple, on s'habitue, mais on s'étonne toujours. Donc, par exemple, les premières alertes anti-drone, c'est choquant, ça reste quand même dans la mémoire et ça nous rappelle tout ce qu'on connaît des livres d'histoire, n'est-ce pas? Et puis une chose qui est... Mais ce sont aussi des choses nouvelles, parce que ce qui m'a vraiment... c'est une expérience douloureuse, ce sont des cimetières, mais des cimetières de cette guerre, et ce sont des cimetières où on a des tombeaux qui ne sont pas comme avant. C'est-à-dire, on a des photos, et ce sont des selfies, des iPhones. Ce sont des selfies d'iPhones. Donc, on se regarde quasiment en face. C'est très émouvant. Donc, c'est une guerre qui nous change. Je pense que ça montre aussi qu'il y a l'histoire, mais il y a le processus qui est en jeu, qui est en cours, qui se déroule. Et puis, c'est exactement la tragédie, parce que nous venons de mentionner notre logiciel, nos possibilités de comprendre de quoi s'agit-il. Exactement, nous avons écrit cet article sur Sarajevo et Munich. C'est la tragédie de notre choix politique, parce qu'on ne sait pas. Et ce sont des références qu'on fait, parfois même inconsciemment, mais ce sont des références qui sont partout dans le monde politique d'aujourd'hui, aux États-Unis, en France, en Pologne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre choix est-ce que si on arrête la guerre tout de suite, est-ce que ça va être comme en 1938, Munich, appeasement,
comme ce sont des choses qu'on essaye d'arrêter, mais finalement, il faut agir plus vite et dans la manière la plus audacieuse, parce que sinon, on va devenir les Chamberlain et les Daladier d'aujourd'hui. Mais sinon, il y a aussi de l'autre côté, c'est Christopher Clark qui dans Les Somnambules a écrit ça dans la manière formidable. Mais sinon, il y a aussi la menace que si on se précipite trop, on va se retrouver dans la Troisième Guerre mondiale tout de suite. Donc finalement, on se regarde comme si par les lunettes de Munich et par les lunettes de Sarajevo, qui est finalement la tragédie qu'on ne sait pas. Et on est entre les deux. On est entre les deux, on est entre ces deux références historiques et on est aussi, encore une fois, vu d'Europe centrale, entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre deux expériences inégalement traumatisantes de la puissance, de l'agressivité soviétique puis post-soviétique. Et ça, c'est aussi une question que je voulais vous poser, Jaroslav Kuis, c'est-à-dire, au fond, toujours pour parler d'histoire et pour parler d'histoire un peu longue ou en tout cas pour le XXe siècle et de nos métaphores, dans votre dernier livre, New Politics of Poland, vous avez un chapitre qui a d'ailleurs été traduit en français par Le Grand Continent, donc vous pouvez le lire, sur Milan Kundera et sur cet article de Milan Kundera des années 80 qui s'appelait « L'Occident kidnappé », qui a eu une grande influence et sur laquelle je voudrais qu'on revienne un petit peu. Bon, il vous a remarqué quelque chose d'évident sur le plan géographique, c'est que Vienne est moins à l'ouest que Prague, et donc c'est la notion d'Europe de l'Est est évidemment une construction occidentale mensongère. Voilà. Mais que lorsque, après 1989, d'une certaine manière, les pays d'Europe centrale retrouvent un Occident rêvé. L'Occident dont ils se souvenaient était un Occident d'entre-deux-guerres. Voilà. Et ils ne sont pas d'accord, au fond, et là on est au cœur de notre question européenne, avec l'idée que les nations puissent se dissoudre dans une confédération européenne, d'où, qui est quand même la grande affaire européenne à partir de 2004, partout, ou presque, en Pologne, en Hongrie, ailleurs, le réarmement d'un nationalisme identitaire. Alors on a vu effectivement en Pologne, et c'est heureux, ce n'est pas forcément inéluctable, et surtout c'est résistible, on peut revenir en arrière. Mais quand même, on est toujours d'une certaine manière dans ce contexte que Milan Kundera avait à la fois compris et pas compris, de 1989-2004. Merci. Sûrement, l'essai de Milan Kundera, c'est un des essais avec un succès qui est incomparable, parce qu'il est toujours un point de référence. Et c'est très intéressant de les lire vu les populismes dans l'Europe de l'Est. Et finalement, c'est très intéressant parce qu'il s'agit tout d'abord d'une question de limitation. Et il y avait des hypothèses qu'il s'agissait, après 1989, des imitations de l'Ouest pur et dur. Et il ne s'agit que de ça. Finalement, il y a des limitations et tout ce qui va avec. Donc, on devient aussi déçu. Mais c'est justement la moitié de l'histoire, à mon avis, parce que dès le début, il y avait aussi l'imitation de l'époque d'avant le communisme. Et d'ailleurs, c'était très, très important pour survivre comme nation sans État. Il y avait un rêve, il y avait deux rêves. Un rêve, c'était une image de l'Ouest qui était tout à fait infantile, mais c'était très important pour survivre. Mais
à la fois, il y avait aussi l'image de tout ce qui était avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi idéal. Donc, on a deux voies des imitations, en effet. L'un, c'était effectivement l'Ouest, mais l'autre, c'était les rêves de l'époque d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi c'était très important pour nous aujourd'hui? Parce qu'en 2004, on a achevé un succès énorme, c'est-à-dire que finalement, tant des pays de l'Europe centrale et orientale se sont retrouvés dans l'Union européenne. Et il y avait, c'était comme mission accomplished, c'était comme un succès folle, mais quoi faire ensuite? Et il s'est révélé que la droite et l'extrême droite en l'Europe de l'Est a découvert qu'il faut se défendre aussi contre Bruxelles, soi-disant Bruxelles. C'est très important parce que comme ça, on pourrait comprendre au moins qu'il y a un clivage politique, peut-être... c'est un clivage, les clivages les plus importants, on défend notre souveraineté contre qui? Et si on voit qu'il y a des politiciens qui ont envie de se battre, de se défendre contre l'Est. Et ici, on a, par exemple, en Pologne, c'est Kaczynski et Donald Tusk. Aujourd'hui, ils sont dans le même panier dans cette affaire. Mais où on voit les partages, c'est contre l'Ouest, soi-disant, contre Bruxelles. Et ici, c'est la droite qui veut défendre l'État-nation contre Bruxelles, contre l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a des références, deux voies d'imitation qui ont été en effet en jeu, mais qui aujourd'hui, on découvre la 12e voie. Et peut-être le meilleur exemple, parce que c'est une chose plus tangible, c'est la Lettonie. L'imitation de l'époque d'avant la Deuxième Guerre mondiale était si profonde qu'en Lettonie, on est revenu à la Constitution de 1922. Pourtant, avec les conditions sociologiques, politiques, tout est différent. Et pourtant, ça montre combien c'était important pour survivre, pour la nation qui est si petite, de songer toujours, pas uniquement de l'Ouest, mais aussi de ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est pour ça qu'il me semblait si important, effectivement, de recentrer cette histoire de l'Europe, parce que Anna Colin-Lebedev, et ça sera peut-être ma dernière question avant que le débat ne s'engage avec la salle, on comprend bien que, d'une certaine manière, se joue là notre histoire, toute notre histoire, pas simplement par les risques que la guerre en Ukraine fait peser sur l'Europe, mais parce que dans tous les cas, ce qui se joue, c'est pas seulement les succès et les succès électoraux et les tentations idéologiques d'un nationalisme identitaire, c'est au fond, plus profondément, l'articulation entre la souveraineté et la démocratie, qui est mise à l'épreuve dans toute l'Europe. Et de ce point de vue-là, depuis 2014, en Ukraine, on ne l'a pas compris non plus, mais c'était vraiment une histoire européenne qui se jouait là. Effectivement, et je pense qu'on a toujours une difficulté à penser la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme étant une guerre qui concerne l'Europe au premier plan. Il y a quand même une très forte volonté d'extérioriser ce conflit et d'en faire éventuellement un conflit frontalier de l'Europe, mais qui repose bien évidemment la question de cette frontière de l'Europe au-delà des institutions de l'Union européenne, elle est où ? Où est-ce qu'on la place ? Où est notre commun, en fait ? Où est la perception d'un univers dans lequel on se sent en sécurité ? Jusqu'où est-ce que ça va ? Est-ce qu'en fait, avoir une Ukraine tampon ? Et moi, j'ai parfois l'impression que dans les discours de certains, l'idée d'avoir une Ukraine tampon, qu'elle soit en guerre, pas en guerre, détruite, pas détruite, c'est suffisant. C'est une frontière suffisamment épaisse qui sépare le nous, et nous, on va essayer de vivre en paix, des autres, et les autres, ils vont vivre en guerre parce qu'ils sont différents. Alors, voilà, en faisant cela, effectivement, on a je pense que le récit qui permettra
faire sens de cela n'est pas encore écrit. Et les Ukrainiens sont dans la même difficulté aussi, hein. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre, je vois la communauté de collègues historiens qui sont engagés dans une production extrêmement vive, extrêmement importante de travaux, mais qui rétrécissent dans le spectre, parce que cette histoire écrite est une histoire contre. On écrit l'histoire de l'Ukraine comme contre le récit russe et la version russe. Et donc ça va, il va y avoir beaucoup de travaux sur la construction de la nation ukrainienne à différentes époques historiques, mais avec une très grande difficulté en fait à penser. Je pense que nous ne sommes pas innocents dans cette histoire, à penser l'Ukraine dans des ensembles plus larges. Alors beaucoup de travaux aujourd'hui d'historiens qui réécrivent, qui repensent l'histoire de l'Ukraine, vont utiliser les concepts de colonialisme, hein, et de situation post-coloniale, en disant notre expérience avec la Russie a finalement beaucoup de similitudes avec l'expérience. Il y a des différences, mais il y a beaucoup de choses en commun avec l'expérience des anciennes colonies par rapport à un colonisateur, sauf que le colonisateur, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord d'avoir décolonisé, et donc il essaie de revenir à la charge. Donc ça, on essaie de l'inscrire dans un contexte plus large, mais autant ça prend très très bien au niveau des chercheurs ukrainiens ou de chercheurs travaillant sur l'Ukraine, chez les chercheurs travaillant sur d'autres zones géographiques, ça prend pas. Il y a une difficulté à faire passer ce message-là. Quant à l'idée d'inscrire l'histoire, de décentrer l'histoire de l'Ukraine et de l'inscrire de faire une histoire plus globale de l'Ukraine, il y a des tentatives il y a des travaux de chercheurs qui sont actuellement en train de s'atteler à ça, mais je dirais, nous sommes en permanence aussi en train d'envoyer à l'Ukraine des messages contradictoires sur « vous êtes nous, mais vous n'êtes pas nous ». Vous êtes nous, mais pas complètement. Vous êtes nous, mais un peu à l'extérieur. Vous êtes nous, mais vous êtes aussi les autres. Et donc, en fait, je pense que là, au niveau de la société, les Ukrainiens aujourd'hui sont plus que jamais, ils se sentent plus que jamais intégrés dans la communauté européenne, pas communauté au sens institutionnel, mais dans la communauté des Européens, et en même temps plus que jamais seuls, puisqu'en permanence on les renvoie à leur extériorité, et les différents partenaires en fait restent à ce rôle de partenaires. D'où la nécessité, et c'est l'enjeu de ces rencontres européennes, de faire un récit commun, et merci à l'un et l'autre de nous y avoir ramené. Il y a un micro peut-être qui va circuler pour les questions que vous pouvez poser à nos invités. Merci beaucoup. Vous avez évoqué, madame, à un moment donné, les propos nazis. Et j'aurais voulu savoir d'où sort, en fait, finalement, parce que l'origine de la manière dont les Russes ont voulu traiter les Ukrainiens de nazis, d'où ça sort historiquement? Dans l'historiographie soviétique de la Seconde Guerre mondiale, il y a une question qui est une tâche absolument blanche, c'est la question de la collaboration avec les nazis de citoyens soviétiques. Donc le discours majeur de l'historiographie, c'est que les soldats de l'armée rouge, les soldats soviétiques et les populations soviétiques ont été unanimement du côté du bien et du côté de combat contre le nazisme. Sauf que, comme il y a une collaboration dont il faut parler, en fait, l'histoire soviétique a extériorisé cette collaboration en la plaçant dans deux endroits, en Ukraine, où on va insister sur ceux qui ont coopéré avec les nazis, et dans les pays baltes. Voilà. Et donc, en fait, je dirais, cette accumulation de récits historiques soviétiques a été déjà d'une grande aide pour penser, en fait, que la collaboration, c'était du côté des autres, et que les traîtres, ils étaient plutôt aujourd'hui, ils étaient forcément à l'extérieur de la Russie, et ils étaient dans ces états-là. Sachant que l'histoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale ne démarre pas en 1939, elle ne démarre pas en 1938, enfin encore moins, elle démarre en 1941. Donc toute l'histoire des accords du pacte Molotov-Ribbentrop, de la double agression de la Pologne, des violences qu'il y a sur ce territoire-là avant 1941, est en dehors de l'histoire soviétique et désormais russe
de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves, les étudiants, les lecteurs ordinaires, tout simplement ne la voient pas parce qu'elle est délimitée. La guerre démarre en 1941. Donc il a été très simple en réalité pour le pouvoir russe de réhabiliter ça à partir de 1914. Comment est-ce qu'ils ont réhabilité ça? Eh bien, dans les mouvements qui s'opposaient au pouvoir de Viktor Yanukovych sur la place Maïdan, qui est une espèce de déclencheur de la guerre dans le Donbass et de l'annexion de la Crimée, vous aviez des mouvements religieux, féministes, d'extrême gauche, neutres, régionaux, etc. Et puis vous aviez des groupes qui appartenaient à des mouvements nationalistes. Et donc le zoom a été mis sur ces groupes-là en disant, regardez, c'est une révolution néo-nazie. En réalité, le renversement du pouvoir s'est fait par une révolte néo-nazie. Et ensuite, l'effet boule de neige a très bien marché. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes. Oui, monsieur? Ici au milieu. Bonjour. Quel est le rapport entre la revendication d'une grande Russie et puis la revendication de reconstituer l'URSS? La Russie aujourd'hui ne ressemble pas du tout à l'URSS. Ni dans son système politique, ni dans son fonctionnement économique, ni dans l'idéologie. En revanche, c'est vrai que la volonté d'influence, et c'est très difficile de faire la part du soft power et du sharp power dans cette volonté d'influence, est perceptible depuis les débuts des années 90. C'est avec cette idée que vous êtes parti, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes pas complètement parti, vous n'êtes pas complètement indépendant. D'ailleurs, voilà, du point de vue russe, tous les pays qui faisaient avant partie de l'URSS sont qualifiés d'un terme particulier qui n'est plus du tout en usage aujourd'hui, ça n'a plus marché, l'étranger proche. Pendant 20 ans, on parle d'étranger proche, donc étranger, mais pas complètement étranger. Et en cela, je pense que Vladimir Poutine, de temps à autre, il a des éléments de langage qui en disent long en fait, sur sa projection et sa vision du monde. Et sa réponse à une question posée par un écolier, alors ça ne sonne pas très bien en français, mais traduire de manière littérale, ça aide quand même à comprendre. L'écolier lui pose la question, où s'arrêtent les frontières de la Russie? Ce à quoi Vladimir Poutine répond. On lui a posé 2 fois la question, il a donné 2 réponses différentes, mais qui sont très complémentaires. Une fois, il a répondu « Les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part ». Et la deuxième était « Les frontières de la Russie s'arrêtent où elles veulent ». Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Je me permets, pour le coup, je suis très intéressé par tout ce qui est évoqué ici, depuis l'Institut français. J'ai une question un peu vague, et pardon pour sa dimension abstraite, mais comment, quand on s'intéresse, comme vous trois, au fait de rencontrer l'histoire, comment fait-on face au mensonge? Comment fait-on face à l'aberration? Comment fait-on quand il y a, du côté russe, du côté de Poutine, des choses qui paraissent totalement invraisemblables? Comment fait-on pour aller au-delà des discussions que nous pouvons avoir quand on n'est pas immergé dans cela au quotidien? C'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Comment va-t-on plus loin que cela, que le mensonge dans vos analyses? Et pas seulement du côté russe, mais en Hongrie, mais en Pologne, jusqu'à une date récente. Yaroslav, vous le savez bien. Oui, avec la Hongrie, c'est un cas très intéressant parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un mensonge, c'est peut-être relativement facile à décerner pour les historiens et ensuite on peut se communiquer avec les autres pour partager notre savoir, n'est-ce pas? Mais ici, avec la Hongrie, c'est très intéressant parce que finalement, il y a un choix des traumatismes qui est possible. C'est tout à fait fascinant, parce que la Hongrie, ça aurait pu être différemment. On a 1956, et les traumatismes de l'intervention russe qui était si important pendant des décennies. Et du coup, Viktor Orban, avec sa politique nationaliste, il a choisi avec son équipe de prendre soin plutôt d'un traumatisme de Trianon. Et ça change tout,
Parce qu'en effet, Trianon, il n'y a en effet rien ce qui concerne la Russie. C'est contre l'Ouest qui s'oriente cette interprétation du traumatisme des traités de Trianon. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il s'agit aussi, que le savoir est si important parce qu'il est possible de trouver, pour les politiciens, d'utiliser les traumatismes fondés sur les faits. La Russie, d'ailleurs, c'est aussi très important, très intéressant ici, parce qu'on a plusieurs interprétations de la guerre en Ukraine, et l'interprétation qu'on rejette normalement, mais ça existe, c'est l'interprétation russe. Nous avons parlé de ça un peu, mais il s'agit aussi, il faut ajouter aussi que la guerre a été interprétée comme la guerre préventive. C'est-à-dire que c'était la Russie qui a été menacée, que c'était la Russie qui se défendait en effet. Donc finalement, si on regarde ça, il ne s'agit pas uniquement des mensonges, malheureusement, parce que peut-être ça pourrait être plus facile à se battre contre les mensonges. Mais il s'agit aussi des abus d'histoire qui sont omniprésents et finalement nous n'avons pas mentionné l'État qui devrait être ici mentionné dans notre discussion, ce sont les États-Unis aussi. Et c'est très intéressant parce que si on parle de Sarajevo et de Munich, pour eux, leur traumatisme est très dangereux pour nous parce que c'est Pearl Harbor. Donc, attendre jusqu'au dernier moment. Attendre, c'est très intéressant. L'histoire des États-Unis avant Pearl Harbor, c'est très, très intéressant. Les Britanniques se sont mis vraiment des efforts incroyables pour convaincre les Américains pour entrer dans la guerre, pour donner plus de soutien. Mais ça n'a pas vraiment marché jusqu'à l'attaque des Japonais à Pearl Harbor. Donc, c'est très instructif pour nous parce que ça montre aussi, ça nous révèle quelque chose ça nous rappelle quelque chose sur l'isolationnisme de Donald Trump, les fondements historiques et culturels et pourquoi ça pourrait être dangereux pour nous, les Européennes, à l'avenir. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, mais dans la lignée de ce que tu viens de dire du point de vue institutionnel, vous avez l'un et l'autre, Yaroslav et Anna, fait allusion à la nécessité d'aller sur place pour étudier, pour dialoguer. Justement, les dialogues européens, normalement, ça a lieu dans des institutions qu'on appelle les universités. Certains sont en danger. Il y a un programme, je me permets de le dire, dont je m'occupe, qui est un programme français qui est maintenant européen, qui s'appelle le programme d'aide en urgence des scientifiques en exil, où on a d'abord accueilli des Syriens, des Yéménites, et puis ensuite des Turcs, et puis ensuite des Ukrainiens, des Russes d'ailleurs, des Vénézuéliens, enfin tout ce que vous voulez. Et d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Et on ne l'a pas compris non plus tout de suite quand les libertés académiques ont été attaquées en Hongrie. Aujourd'hui, disons dans 2 mois, elles commenceront à l'être sévèrement aux États-Unis. Et donc, c'est aussi, il y a des tentatives idéologiques de mise au pas des libertés académiques en France, aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question, la réponse à ta question n'est pas seulement qu'intellectuelle. Comment fait-on pour lutter contre la falsification de l'histoire? Elle est aussi politique et institutionnelle. Peut-être juste, ouais, je vais ajouter un truc. Lutter contre la falsification, c'est à la fois très facile, parce qu'en réalité, il y a plein d'arènes où on est amené on est interrogé, il y a des sites de check, de vérification, etc. Et extrêmement difficile dans la mesure où on est absolument certain que les personnes à qui on destine notre démenti, en fait, n'iront jamais chercher notre démenti et ne le verront et ne le liront jamais. Donc, moi, je dirais le seul outil que j'ai développé, au-delà des outils de communication qui s'adressent à différents publics, le seul outil un peu méthodologique que j'ai développé, c'est d'essayer en fait la désinformation ou la falsification est la capacité à être convaincu par une fausse information est le sommet de l'iceberg. L'iceberg en dessous,
c'est l'expérience familiale de la personne, c'est l'expérience politique de la personne, c'est le tissu national dans lequel elle a été éduquée, avec ses mythes, avec ses tabous, avec des perceptions. Et donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment regarder sous l'eau et comprendre, par exemple, voilà, ceux qui diffusent des désinformations au nom de principes qui sont des valeurs qu'ils supportent très fortement, qui sont aussi des valeurs positives, je pense. Et il faut, quelque part, pour parler d'Ukraine, par exemple, on a besoin de parler de tellement d'autres choses. Par exemple, de notre rapport aux États-Unis. C'est absolument central. Ça paraît deux sujets séparés. En réalité, c'est indispensable d'évoquer les deux à la fois. Et donc, ça nous amène à creuser encore plus. Et c'est sans fin. C'est sans fin, mais c'est la fin. Et on ne voudrait pas abuser de votre temps ni de votre patience. Merci infiniment, Anna. Merci beaucoup. Un grand merci. Yaroslav. Merci beaucoup.